Lors de mon dîner d'anniversaire, le fils de mon frère a jeté mon sac à main dans la piscine en criant « Papa dit que tu ne mérites pas de belles choses ». Sa femme a tellement ri qu'elle en a pleuré. J'ai juste souri et je suis parti. Le soir même, j'ai annulé le paiement de son prêt auto. À 9h05, sa voiture avait disparu de l'allée. Ils ont gâché mon anniversaire. Tous. Mon frère, sa femme et leur petit monstre de fils. Ce qui était censé être un dîner tranquille en famille s'est transformé en le genre de souvenir qu'on essaie d'enfouir si profondément qu'on a l'impression que c'est arrivé à quelqu'un d'autre. Je m'appelle Nicole. J'habite juste à l'extérieur de Denver, dans une banlieue où il ne se passe généralement rien de dramatique. J'ai 36 ans, je suis divorcé et j'élève seule ma fille Anna. Ma vie n'est pas glamour, mais j'ai travaillé dur pour maintenir une certaine stabilité. Ce soir-là, je voulais juste une soirée agréable, un dîner tranquille avec les personnes les plus proches de moi. Au lieu de ça, j'ai été humilié en public par un enfant qui pense que le manque de respect est un trait de personnalité. Nous étions dans un restaurant que j'avais réservé plus d'un mois auparavant, des places en terrasse, un éclairage tamisé, rien de tapas à accent grave-l'œil, juste de la bonne nourriture et suffisamment d'espace pour que les enfants puissent se dégourdir les jambes sans heurter les autres tables. Ma fille était assise à côté de moi, un peu habillée, excitée à l'idée de goûter la crème brûlée dont elle parlait depuis des jours. Josh et Tessa sont arrivés en retard, comme d'habitude. Logan est entré en courant, en criant qu'il détestait l'endroit. Personne n'a semblé surpris. Je les ai salués. Tessa m'a fait un faux sourire. Josh a à peine murmuré bonjour avant de s'asseoir et de commander un double whisky. Logan a grimpé sur les chaises, a mis ses doigts dans le panier à pain, et la seule chose que ses parents lui ont dite de toute la soirée a été « Va jouer ». Personne n'a rien dit. Mes parents ont regardé fixement leur boisson. Mes cousins ont bavardé, les yeux fuyant partout sauf Logan. Tout le monde a agi comme si c'était normal, comme si c'était juste quelque chose que nous devions tous accepter parce que c'est avec qui Josh s'est marié. Puis le gâteau est arrivé, une simple part avec une bougie. Je n'avais même pas demandé ça. C'est juste quelque chose que le restaurant fait. Tout le monde a poliment applaudi. J'ai souri, essayant de faire avancer les choses et de maintenir la paix. Et puis Logan est arrivé derrière moi, a arraché mon sac à main du dossier de la chaise et a couru vers la piscine. Il m'a regardé droit dans les yeux comme s'il attendait ce moment et a crié assez fort pour que tout le monde l'entende, « Papa dit que tu ne mérites pas de belles choses. » Puis il a jeté mon sac à main dans l'eau. Tessa a commencé à rire si fort qu'elle a dû se couvrir le visage. Josh n'a même pas sourcillé. Personne ne l'a arrêté. Personne n'a dit à Logan de s'excuser. Mes parents se sont tus. Anna m'a regardé, confuse et un peu effrayée. Le reste de la table est resté assis là. Je me suis levé, j'ai pris mon téléphone et je suis parti. Pas de discours dramatique. Pas de cris, je suis juste sorti et j'ai emmené Anna avec moi. Je n'ai pas décroché le téléphone ce soir-là. Je n'ai pas répondu à leurs messages. Je les ai laissés assis dans le silence. Mais ce qu'ils ne savaient pas, et ce que je n'ai pas dit, c'est que je paie le loyer de Josh depuis 2 ans, $1 600 par mois. Chaque mois. Je ne l'ai jamais dit à personne. Il avait perdu son emploi et je pensais faire ce qu'il fallait pour ses enfants. J'ai également couvert son prêt auto, ce qu'il m'a supplié de faire juste pendant quelques mois. Quand je suis rentré à la maison, j'ai ouvert l'application bancaire et j'ai tout arrêté. J'ai annulé le paiement du loyer. J'ai annulé le paiement automatique du prêt auto, comme ça. Le lendemain matin, à 9h05, il a appelé. J'ai ignoré. Puis est venu le SMS, « Où diable est ma voiture ?» Pas de ponctuation, pas de bonjour, rien. Je n'ai pas répondu, mais je suis passé devant sa maison plus tard dans la journée. L'allée était vide. Ce n'était que le début. Josh n'a pas arrêté d'appeler. Ni ce jour-là, ni le suivant. Des messages vocaux, des SMS, même des emails. D'abord, il était confus, puis en colère, puis désespéré. Il ne s'est jamais excusé une seule fois. Ce qu'il a dit, c'est que la société de remorquage lui avait dit que la voiture avait été reprise à 8h45, que son patron avait appelé pour savoir pourquoi il n'était pas venu à son poste, qu'il avait dû prendre un Uber pour aller et revenir du travail. Que Tessa était furieuse. J'ai ignoré chaque message. Je n'en ai même pas ouvert la plupart. Le 3e jour, le ton a changé. Soudain, il s'est souvenu que j'étais sa sœur.
Il a envoyé une photo de Logan tenant un dessin avec les mots « Désolé, tante Nikki » griffonnés au crayon bleu. Comme si cela allait effacer ce qui s'était passé. Comme si un enfant avec un marqueur pouvait réparer des années de prise pour acquis. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que le loyer était également dû cette semaine-là. J'ai reçu le premier appel de son propriétaire 2 jours plus tard, un message vocal poli me demandant si j'avais accidentellement annulé le virement habituel. Je n'ai pas répondu. Ce n'est plus ma responsabilité. Puis Tessa m'a envoyé un SMS en faisant semblant que rien ne s'était passé. Juste, salut, tu peux envoyer le loyer aujourd'hui? On est à court ce mois-ci. Aucune mention du sac à main. Aucune mention du dîner. Juste un faux air désinvolte comme toujours. Cette fois, j'ai répondu. J'ai dit, je ne paierai plus votre loyer. Veuillez prendre d'autres dispositions. 10 minutes plus tard, Josh m'a appelé 6 fois de suite. Puis il a changé de tactique et a commencé à envoyer des SMS à mes parents en leur demandant ce qui n'allait pas chez moi. Il ne savait pas quoi dire. Ma mère a appelé et a dit qu'elle ne prenait pas parti, mais espérait que je réfléchirais bien à la situation. Mon père n'a rien dit du tout. Le week-end, j'ai reçu un autre message. Celui-ci moins poli, tu sais, on ne peut pas se permettre cet endroit sans toi. Alors, tu vas vraiment laisser ta nièce et ton neveu se faire expulser? Tu es si amer. C'est alors que j'ai réalisé qu'il n'avait toujours pas compris. Je n'étais pas amer. J'en avais fini. Mais je n'avais pas fini parce qu'un autre paiement était sur le point d'arriver, les frais de scolarité pour l'école privée de leurs 2 enfants. Logan et sa sœur aînée fréquentaient une académie à Chartres Chic que Tessa avait insisté pour fréquenter, même quand ils n'avaient pas d'argent pour ça. J'avais couvert ça aussi, depuis qu'ils m'avaient supplié il y a 2 ans de ne pas laisser leurs enfants prendre du retard. J'ai ouvert le portail en ligne de l'école, supprimé mes informations de facturation et désactivé tous les paramètres de paiement automatique. Je me suis senti bien, pas mesquine, pas cruelle, juste nécessaire. 2 jours plus tard, j'ai eu le premier signe de ce qui allait arriver. Je suis sorti le matin, café à la main, prête à conduire Anna à l'école. Ma voiture était rayée sur le côté passager comme si quelqu'un avait pris une clé et l'avait traînée en une ligne délibérée et lente de la porte avant au pare-chocs arrière. Sur le pare-brise, une fissure parfaite en forme d'étoile juste là où le conducteur regarde à travers. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas pris de photo au début. Je suis rentré à l'intérieur, je me suis assise et j'ai appelé mon amie Ellie. C'est elle qui m'a dit ce que je devais faire ensuite. Je n'ai pas dormi la nuit où j'ai trouvé la rayure et le pare-brise fissuré. Je suis juste resté allongé dans mon lit à regarder le plafond, me demandant comment diable on en était arrivé là. Me demandant comment quelqu'un pouvait prendre votre générosité, la drainer pendant des années, puis vous punir d'avoir finalement dit non. Les dégâts n'étaient pas aléatoires. La ligne gravée sur le côté de ma voiture n'était pas un coup rapide. Elle était longue, délibérée, presque soigneuse. Le pare-brise avait une fissure parfaite en forme d'étoile en plein milieu de ma vue. Je savais exactement ce que c'était, un avertissement. Leur idée de représailles. Et le plus pathétique, c'est qu'ils l'ont fait en pensant que j'allais céder, que j'allais paniquer, décrocher le téléphone et recommencer à payer. Je ne l'ai pas fait. Papa, j'ai appelé Ellie. Elle est mon amie depuis l'université, et elle n'édulcore rien. Je n'avais même pas fini d'expliquer qu'elle m'a coupé. Tu dois porter plainte. J'ai hésité. Je n'avais jamais rien déposé de ma vie. Ça me paraissait grave, permanent, et c'est peut-être ce qui m'effrayait, parce qu'une fois que j'aurais fait ça, il serait impossible de prétendre que nous étions encore une sorte de famille. Mais alors Ali m'a demandé quelque chose qui a fait basculer quelque chose dans ma tête. Et si c'était l'anniversaire d'Anna? Et si c'était son sac à main, sa voiture? Je n'avais pas de réponse parce que je savais déjà. Ce soir-là, je me suis assise avec Anna. Elle avait été silencieuse tout le week-end, comme si elle n'était pas sûre d'être autorisée à poser des questions. Je lui ai dit la vérité, que je pensais que l'oncle Josh et la tante Tessa étaient ceux qui avaient fait ça. Je ne suis pas entré dans les détails, mais je voulais qu'elle sache que quelque chose n'allait pas. Elle m'a juste regardé pendant une seconde, puis elle a dit, tu sais, la maman de Logan lui a dit de le faire. Je me suis figé. Apparemment, pendant que j'étais allé aux toilettes au restaurant, Tessa s'était penchée et avait chuchoté quelque chose à Logan. Anna n'a pas tout compris, mais c'était quelque chose comme « montre-lui qu'elle n'est pas meilleure que nous ». Anna pensait peut-être que c'était une blague,
mais maintenant elle n'en était plus sûre. Cela a confirmé ma décision. Et puis je me suis souvenu d'autre chose, le restaurant avait des caméras de sécurité. Terrasse extérieure, en hauteur. Ils en ont toujours. J'ai appelé le responsable et je lui ai demandé s'il conservait les enregistrements. Il a été poli, serviable, et en quelques heures, j'avais les images dans ma boîte de réception. Tout était là, Logan qui attrapait le sac à main, le jet, Tessa qui riait si fort qu'elle s'est presque pliée en deux, Josh qui n'a même pas bronché. On ne pouvait pas entendre l'audio clairement, mais la réplique de Logan est passée, « Papa dit que tu ne mérites pas de belles choses. » Je l'ai envoyé à Ellie. Elle n'a même pas répondu avec des mots. Elle m'a juste envoyé les coordonnées d'un avocat et m'a dit de ne pas attendre. Le lendemain, les retombées ont commencé. Josh et Tessa envoyaient à nouveau des SMS, mais cette fois, il ne s'agissait pas du loyer. Il s'agissait de l'école. Apparemment, le paiement des frais de scolarité avait été rejeté et l'école leur avait envoyé une alerte indiquant que les 2 enfants étaient désormais répertoriés comme non payés. L'inscription d'automne de leur fille était suspendue. Les devoirs de Logan avaient été retirés du système. Ils ont essayé tous les angles. D'abord, c'était faux et doux. « Salut, Nicole, il y a eu un malentendu. Pourrais-tu régler le paiement rapidement juste le temps qu'on règle ça ?» Puis est venue la culpabilisation. Tu punis les enfants. Ils n'ont rien fait. Puis enfin, le blâme. Tu grossis tout ça. Tu es vindicative. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le dimanche matin, ils sont venus chez moi. Je les ai vus à travers le Judas. Josh debout, les mains dans les poches de son sweat à capuche, Tessa derrière lui, les bras croisés comme si elle était là pour un soutien moral dans une affaire judiciaire. J'ai ouvert la porte à moitié, pas pour parler, juste pour les laisser dire ce qu'ils étaient clairement venus dire. Josh a commencé. Tu aurais pu gérer ça en privé. Tessa a suivi. On a eu une année difficile. Tu nous as toujours aidés avant. On pensait que tu comprenais. Je n'ai rien dit, j'ai juste écouté. Puis Josh a dit ça. Tu vas vraiment gâcher une famille pour un sac à main et quelques paiements? C'est à ce moment-là que je l'ai ressenti. Pas de rage, pas même de tristesse, juste fini. J'ai fermé la porte sans dire un mot. J'ai fermé à clé. Je me suis rassise à la table de la cuisine avec Anna, qui mangeait tranquillement des céréales, comme si tout cela était tout à fait normal. 5 minutes plus tard, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai affiché le portail des urgences non urgentes du service de police et j'ai déposé le rapport « Destruction de biens avec preuve vidéo ». Le numéro de dossier est apparu à l'écran et, comme ça, c'est devenu officiel. Déposer le rapport m'a donné l'impression de franchir une ligne que je ne pouvais pas effacer. Mais ça m'a aussi donné l'impression de me défendre pour la première fois depuis des années. Il ne s'agissait pas seulement de la voiture ou du sac à main. Il s'agissait de tout ce qu'il m'avait pris en prétendant y avoir droit. J'ai soumis les images, les photos de la voiture, tout. Je m'attendais à une longue attente, peut-être à un appel téléphonique d'un agent la semaine prochaine. Au lieu de ça, j'ai reçu un coup à ma porte ce soir-là. C'étaient 2 agents, un homme, une femme. Ils étaient calmes, professionnels. Ils m'ont demandé si j'avais quelques minutes pour clarifier certaines choses du rapport. Je les ai laissés entrer. Ils avaient déjà vu les images. Ce qu'ils voulaient maintenant, c'était la confirmation que je croyais que mon frère et sa femme étaient directement impliqués dans le vandalisme. J'ai dit oui. Puis ils m'ont demandé quelque chose qui m'a pris au dépourvu. Savez-vous quelque chose au sujet d'un incident impliquant une tablette disparue? Je les ai regardés fixement. Quelle tablette? Apparemment, après le dîner, Logan était entré dans la salle à manger privée du restaurant où l'un des serveurs avait laissé son sac et avait pris un iPad. Les images de sécurité le montraient entrant et sortant avec quelque chose sous sa chemise. Je n'en savais rien. Le serveur ne s'en est rendu compte que plus tard dans la soirée. Il a déposé un rapport auprès du restaurant qui a vérifié les caméras et avait déjà tout soumis à la police. Le rebondissement? Josh est revenu le lendemain matin et l'a rendu. Il a dit que Logan l'avait trouvé sur le parking. Pas d'excuses, pas d'explication, il l'a juste déposé et est parti. Cet incident les avait déjà signalés dans le système, ce qui signifiait que mon rapport, associé à celui-ci, avait tout aggravé. Les agents m'ont remercié pour mon temps et sont partis. J'ai fermé la porte, le cœur battant. Pas parce que j'avais peur,
mais parce que j'avais enfin l'impression que les gens commençaient à voir ce à quoi j'avais eu affaire pendant des années. Le lendemain, l'avis officiel est arrivé. Josh faisait l'objet d'une enquête pour avoir contribué à la délinquance d'un mineur. L'accusation de vandalisme était en cours d'examen, en attendant la confirmation des empreintes sur l'objet utilisé pour rayer ma voiture. Ils examinaient également l'incident de la tablette plus sérieusement maintenant qu'il y avait un modèle. Mercredi, nos parents l'ont découvert, et comme je le craignais, ils n'ont pas choisi de camp. Ma mère a appelé, la voix fatiguée, me demandant si j'étais sûr de vouloir aller aussi loin. Elle a dit que Logan avait peut-être juste besoin d'une main ferme et que Josh et Tessa étaient peut-être juste dépassés. Je lui ai dit que je n'avais pas déposé de rapport à cause de Logan. Je l'ai déposé à cause d'eux. Mon père, d'un autre côté, a essayé de jouer le neutre. Il a dit qu'il espérait que nous en parlerions tous comme des adultes avant que les choses n'empirent. Comme s'il restait une conversation à avoir. Ce soir-là, Tessa a publié sur Facebook, ne me nommant pas directement, bien sûr, mais c'était évident. Un post dramatique sur une fausse famille qui prétend se soucier jusqu'à ce qu'elle se retourne contre vous à la seconde où la vie devient difficile. Les commentaires se sont remplis d'amis disant des choses comme « Tu n'as pas besoin de ce genre de négativité, et tes enfants ont de la chance d'avoir une maman aussi forte. » Je n'ai pas répondu, mais quelqu'un d'autre l'a fait. Ellie. Elle a laissé un commentaire, court et clair. J'étais là. Tu devrais faire attention à qui tu mens. C'était la première fois que je souriais de toute la semaine. Mais le lendemain matin, j'ai reçu un SMS de l'école de Hannah. Apparemment, quelqu'un avait essayé d'appeler le bureau de l'école en se faisant passer pour moi, en demandant des renseignements sur l'emploi du temps de Hannah et à quelle heure elle se faisait généralement chercher. L'école ne leur a rien donné, mais ils ont signalé l'appel. Ils ont dit que ça semblait suspect. Le numéro ne correspondait à rien de ce qu'ils avaient dans leur dossier, juste un numéro local aléatoire. Je leur ai demandé de me faire suivre l'enregistrement. Quand ils l'ont fait, je me suis assise à la table de la cuisine et je l'ai écouté sur haut-parleur. La voix n'était pas la mienne. C'était celle de Tessa. Je ne m'attendais pas à ce que l'école m'appelle. Je pensais que le pire était derrière nous, du moins pour l'instant. Mais quand la secrétaire a laissé un message disant que quelqu'un avait appelé en se faisant passer pour moi, en demandant des renseignements sur l'emploi du temps de Hannah et sur le moment où elle se faisait chercher, j'ai senti mon estomac se nouer. Ils n'ont donné aucune information. L'appel a été signalé et enregistré, et au moment où je l'ai écouté, je me suis figé. La voix était fausse, amicale, forcée, douce, essayant beaucoup trop de ressembler à une maman inquiète. Mais ce n'était pas moi. C'était ça. Elle n'a même pas pris la peine de masquer beaucoup sa voix, juste assez pour que ce soit techniquement contestable. Mais je connaissais son ton, sa cadence, cette petite intonation haletante qu'elle utilisait toujours quand elle faisait semblant d'être polie. C'était ça. C'était la limite. Je pouvais supporter d'être insulté. Je pouvais supporter la trahison financière. Je pouvais même supporter une voiture rayée et un pare-brise fissuré, mais essayer d'interférer avec la vie scolaire de ma fille, sa sécurité? Ça a tout changé. J'ai appelé Ellie en premier. Elle n'a pas hésité. Elle m'a dit de le signaler maintenant. Pas le matin, pas quand je me sentirais plus calme. Non. Le détective chargé de mon affaire a répondu tout de suite. J'ai transmis le message vocal et expliqué le contexte. En moins d'une heure, j'avais une ordonnance restrictive d'urgence déposée. Il était légalement interdit à Tessa de me contacter, Hannah, ou même de s'approcher à moins de 200 pieds de l'école de Hannah, tentative d'usurpation d'identité, harcèlement et intention malveillante impliquant un mineur. C'était grave, et ça aurait dû s'arrêter là. Mais bien sûr, ce n'est pas arrivé. Josh s'est présenté chez moi le lendemain. Pas d'avertissement, pas de message. Il s'est juste tenu devant la porte comme si tout allait bien. Il n'a pas amené Logan. Il n'a pas amené Tessa. Pas en colère, pas désespéré, juste comme un homme qui avait perdu le contrôle de son propre désordre et qui essayait maintenant de fouiller dans les décombres pour trouver quelque chose de familier. J'ai ouvert la porte juste assez pour sortir. Je ne voulais plus qu'il soit chez moi. Plus maintenant. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit que les choses avaient dégénéré, que leur propriétaire avait commencé les papiers d'expulsion, que les 2 enfants avaient officiellement été retirés de l'école, que Tessa n'allait pas bien, et qu'il voulait juste que les choses reviennent à ce qu'elles étaient avant. Je lui ai dit d'arrêter. Je lui ai rappelé comment les choses étaient avant,
comment je payais son loyer quand il ne le pouvait pas, son prêt auto quand il ne le faisait pas, les frais de scolarité quand il ignorait les dates limites. Je lui ai rappelé comment sa femme avait ri quand son fils m'avait humilié en public le jour de mon anniversaire et comment il n'avait pas dit un mot. Et puis il a dit ça. Elle voulait juste que tu ressentes ce que ça fait quand quelqu'un te prend quelque chose. Je n'ai rien dit pendant une seconde. Je l'ai juste regardé. C'est là que j'ai su qu'il n'y avait rien à sauver. Il n'y aurait pas de réunion de famille, pas de cœur à cœur, pas d'excuses à venir. Ils pensaient sincèrement qu'ils étaient les victimes, que j'avais retiré mon soutien injustement, que mes limites étaient de la cruauté, pas de la survie. Je lui ai dit de partir et de ne jamais revenir. Pas même une seconde. Je lui ai donné 5 secondes pour quitter le Porsche avant d'appeler la police. Il s'est retourné et est parti. Pas de combat, pas d'adieu. Ce soir-là, j'ai emmené Anna manger une glace. J'avais besoin de respirer. J'avais besoin de quelque chose de normal. Elle a d'abord été silencieuse, mangeant sa glace lentement, regardant autour d'elle dans le magasin comme si son cerveau était ailleurs. Après quelques minutes, elle a demandé doucement, « Est-ce qu'on va encore les voir un jour ?» Je l'ai regardée et j'ai secoué la tête. Je n'avais même pas besoin de le dire. Elle le savait déjà. Le lendemain matin, le détective a appelé. Ils avaient reçu quelque chose de la part de la police scientifique. Les rayures sur ma voiture avaient été faites avec une clé de maison, le genre de clé généralement utilisée pour les portes d'entrée, et les empreintes prélevées sur la zone autour du bouchon d'essence correspondaient exactement à une personne, Tessa. Ils déposaient des accusations, destruction de biens, harcèlement, usurpation d'identité illégale. Un mandat était en cours de traitement. Et juste comme ça, mon silence a cessé d'être une grâce. Il est devenu une preuve. Le jour où le mandat est devenu actif, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle a demandé si c'était vrai, si Tessa était sur le point d'être arrêtée, si j'étais vraiment allé aussi loin. Je lui ai dit que ce n'était pas aller loin. C'était aller de l'avant. Elle a soupiré, ce long soupir de déception que les mères pensent avoir encore du pouvoir sur vous quand vous avez 36 ans. Elle a dit qu'elle ne voulait pas prendre parti, que toute cette histoire était allée trop loin, qu'il y avait peut-être une meilleure façon de régler les choses en privé. Je lui ai demandé quelle partie de tout cela elle pensait être privée. La partie où ils ont utilisé le nom de ma fille pour pêcher son emploi du temps scolaire? La voiture rayée? Le sac à main dans la piscine? Elle n'a pas répondu. Je n'ai pas appelé mon père. Je savais ce qu'il dirait. Que la famille, c'est compliqué. Que le pardon est important. Que le temps allait arranger les choses. C'était presque pire qu'aucun d'eux ne prenne ouvertement leur parti, cette étrange position intermédiaire, refusant de choisir, mais me jugeant toujours pour avoir tracé une ligne. Il ne réalisait pas que c'était sa propre trahison. Ellie a été la seule à rester stable. Elle m'a aidé à déposer des demandes d'ordonnance restrictive à long terme. Elle était là quand j'ai rencontré le procureur pour passer en revue les accusations. Et quand l'agent a appelé pour confirmer que Tessa avait été arrêtée, calmement, sans drame, fichée et libérée avec une date d'audience, elle a apporté des pizzas et n'a pas demandé de détails. Elle s'est juste assise avec Anna et moi et a regardé un film comme si la vie normale existait encore quelque part. Josh a essayé une fois de plus. Un dernier SMS. Il disait, « J'espère que tu es fier. Tu as ruiné notre famille. » Je n'ai pas répondu, pas par mesquinerie, mais parce que je n'allais pas me défendre auprès de quelqu'un qui ne m'avait jamais défendu une seule fois. Je l'ai bloqué. Une semaine plus tard, j'ai changé de numéro. Le plus difficile a été d'expliquer tout à Anna en détail. Elle avait vu la plupart des choses, mais elle méritait de savoir pourquoi nous n'allions plus passer les fêtes chez grand-mère, pourquoi nous ne verrions plus Logan aux fêtes d'anniversaire, pourquoi les choses qui étaient normales avant resteraient brisées. Elle n'a pas pleuré, mais elle n'a pas dit grand-chose non plus. Elle a juste demandé, « Alors, c'est vraiment fini, n'est-ce pas ?» Et je lui ai dit la vérité. Oui, c'est fini. Je ne sais pas ce qui va arriver à Josh et Tessa. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles ils ont dû quitter l'appartement. L'école n'a pas repris les enfants. Tessa risque des amendes, peut-être plus. Je suis resté à l'écart. Bloqué, supprimé, effacé l'ardoise. Ce n'est pas comme une vengeance. C'est comme une libération. Cette année, je n'ai pas prévu de dîner d'anniversaire. Anna et moi sommes allés à la montagne pour le week-end.
Juste nous deux. Elle a choisi la liste de lecture. Je l'ai laissé manger de la glace au petit déjeuner un matin. Nous avons ri. Nous étions tranquilles, et nous étions libres. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir quelque chose qui valait la peine d'être célébré à nouveau. Parfois, je me surprends encore à me souvenir des anciennes fêtes, de la façon dont Josh faisait rire tout le monde à Thanksgiving, de la façon dont nous nous asseyions pour jouer à des jeux de société après le dîner avant que tout ne se déforme, avant que le fait de prendre ne commence à paraître normal. Il ne me manque pas, mais la version d'eux que je pensais connaître me manque. Anna a changé aussi. Un peu plus silencieuse. Un peu plus prudente quant à qui elle fait confiance. Je déteste qu'elle ait dû voir tout ça, mais je suis fier de la façon dont elle a géré ça, de la façon dont elle s'est tenue à mes côtés même quand rien de tout ça n'avait de sens. Je pense qu'elle comprend maintenant que protéger la paix signifie parfois s'éloigner des gens qui vivent dans le chaos. Parfois, le plus difficile n'est pas de couper les ponts avec quelqu'un. C'est de réaliser qu'il ne vous tenait jamais vraiment au départ. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais enfin cessé de perdre.